Alors, compétitivité, on vient déjà d'en parler un tout petit peu. L'éolien, une énergie compétitive en Europe pour répondre à cette question ô combien cruciale. Henri Havard, inspecteur des finances à l'inspection générale des finances. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Jean-Yves Ollier, directeur général de la commission de régulation de l'énergie. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Laurent Michel, qui vient juste de nous rejoindre, directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et puis Philippe Cavafian, président du pôle éolien offshore du syndicat des énergies renouvelables. Alors, tout le monde est installé, il n'y a pas de plan de table. On va voir un peu quelles sont les affinités en fonction des positions prises. On va commencer avec Henri Havard, si vous voulez bien. Donc, vous êtes responsable de la mission qui a été confiée par 4 ministres à 3 corps d'inspection, le vôtre, l'Inspection générale des finances, le CGEDD, Conseil général de l'environnement et du développement durable, et celui pour lequel il me faut toujours une anti-sèche, le CGEIET, Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Donc, un travail sur les coûts complets des énergies renouvelables. Quel était le cahier des charges de ce travail et quelles sont vos conclusions en quelques mots aujourd'hui? Alors, effectivement, c'était une mission un peu au long cours, puisqu'on a travaillé sur ce sujet à 3 corps d'inspection. Et j'avais le plaisir d'être le chef de mission pour l'inspection générale des finances, donc sur les énergies renouvelables électriques, en 3 volets, en quelque sorte. Les coûts de production, et puis une interrogation forte des ministres sur deux autres sujets importants. Les services rendus par les énergies renouvelables au système électrique, avec notamment aussi les coûts, au-delà des seuls coûts de production, les coûts d'adéquation, les coûts d'équilibrage, etc. Et puis, un troisième élément qui préoccupait les ministres et qui se retrouve d'ailleurs d'une certaine façon dans l'ensemble de ce qui a été dit déjà et dans la loi de transition énergétique, c'est quel mécanisme de soutien, quel mécanisme de régulation pour les énergies renouvelables, puisque la question du tarif d'achat garanti et ou d'autres mécanismes est évidemment aujourd'hui posée et fait partie intégrante du débat sur la compétitivité naturellement. Voilà, donc ce rapport a été rendu en début d'été au gouvernement. Ses principales conclusions, si je puis me permettre, je vais commencer un peu par une conclusion qui va vous paraître un peu anecdotique, mais qui répond en partie à votre création de savoir combien il y a d'ETP. Alors je vous dis tout de suite qu'à l'Inspection générale des finances, une fois la mission achevée, il n'y a plus d'ETP qui s'en occupe, mais il y a un référent de l'énergie dont tout le monde connaît le nom dans cette salle, qui est Jean-Michel Charpin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de données. On a beaucoup travaillé pendant 6 mois, notamment sur toutes les questions de services rendus, parce que ce n'est pas totalement évident de déterminer quels sont les coûts de réseau, quels sont les coûts d'adéquation, en faisant des hypothèses. Et on a trouvé beaucoup de choses dans la littérature. Il a fallu le rassembler, y réfléchir. Et je remercie d'ailleurs tous ceux avec lesquels on a beaucoup travaillé, M. Maillard et ses équipes, le syndicat des énergies renouvelables et ses équipes qui ont été longuement soumis à nos questions, parfois de béotiens, puisque moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'énergie. Et je crois que ce qui compte, c'est le fait du dialogue entre les différentes parties. Et si je puis me permettre, une des propositions de la mission, c'est clairement du côté de l'État, c'est d'agréger l'ensemble des compétences sous l'égide de mes collègues de la DGEC pour qu'on se parle davantage. Il s'agit moins de créer une structure administrative nouvelle que de faire en sorte qu'il y ait une instance étatique où toutes les questions, la collecte des données sur les coûts de production, les échanges sur les projets européens qui sont quand même très avancés sur un certain nombre de sujets, je pense notamment aux smart grids, à toute la partie intelligence des réseaux, où il y a énormément de projets européens. J'ai été frappé de voir à quel point l'Europe réfléchit à ces questions-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'en France, on ne réfléchit pas, mais on réfléchit peut-être parfois un tout petit peu isolément les uns des autres. Voilà. Et donc, notre vrai sujet, c'est d'arriver à mettre en commun toute cette expertise de l'État et des structures associées, parce que là aussi, enfin, si je puis me permettre, il y a aussi une expression qui nous a beaucoup frappé et qui m'a frappé ce matin, c'est l'absence un peu du consommateur qui finance quand même un certain nombre de choses et ça n'est pas neutre quand même.
dans le débat, y compris sur la compétitivité des énergies renouvelables. Il faut bien que quelqu'un finance, de toute façon. Si ce n'était pas le consommateur, ce serait le contribuable. Ça fait partie des questions, puisque aujourd'hui, l'assiette de la contribution, elle pèse sur le consommateur d'électricité. Mais M. Conil rappelait que le coût de fourniture, c'est 35% du coût équité. Donc, et le reste, c'est autre chose. Et notamment, une part de la contribution au service public de l'électricité qui est consacrée aux énergies renouvelables, une part importante. Alors, on s'est interdit de s'aventurer au-delà de la question des énergies renouvelables sur la question de la contribution au service public de l'électricité, puisqu'il y a d'autres composantes. Hein, donc, on est resté vraiment sur les énergies renouvelables électriques. Après, je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, la mission partage énormément de choses qui ont été dites, tant par le président du SER, notamment sur la simplification d'un certain nombre de procédures, qui nous permettraient visiblement de faire des économies, y compris en termes de développement, en termes de coûts de projet. On a fait un calcul alors qui a permis de déterminer l'impact, mais on est arrivé à 150 millions d'euros sur l'éolien si on appliquait des règles un peu plus simples sur un certain nombre de coûts de projet. Donc ça serait 150 millions d'euros d'économisés pour les porteurs de projets et peut-être aussi pour celui qui va les financer. Voilà, donc, et in fine, pour le consommateur d'électricité qui va, lui, financer via la CSPE. Donc voilà, je partage énormément de choses qui ont été dites sur la flexibilité des réseaux, notamment. Enfin, une des grandes conclusions de la mission, c'est de dire que tout ce qui pourra être fait en matière de renforcement de flexibilité des réseaux contribuera à une insertion harmonieuse des énergies renouvelables électriques, et notamment de l'éolien. Alors, vous avez dit que votre rapport a été remis en juillet au gouvernement, enfin, vous avez dit juste avant les vacances. Est-ce qu'il est publié? Est-ce qu'on peut avoir accès aux conclusions de ce document? Alors, à ce stade, il est dans les mains du gouvernement. Il était destiné à l'information du gouvernement. La décision de le rendre plus public n'est pas encore complètement tranchée, puisqu'il ne vous a pas échappé que le ministre de l'économie avait changé fin août. Oui, on s'en rend compte un petit peu. Oui. Voilà, donc ce point n'est pas tranché, mais ma présence parmi vous atteste du fait que, j'allais dire, il n'y a pas de difficulté à partager avec vous un certain nombre de conclusions qui ont été écrites par la mission, et notamment aussi sur les coûts de production et les surcoûts de production. Sur coût de production, vous venez de dire on peut économiser 150 millions d'euros pour le développement d'un projet éolien. Il y a une exception française. Quand on met 8 ans à développer un projet, ça a forcément un coût que n'ont pas d'autres pays. C'est toujours difficile de raisonner sur ce genre de sujet dans l'absolu. Hein. Donc on raisonne toujours en relatif et en comparant ce qui se fait ailleurs. J'allais dire, un des éléments qui ressort des différentes comparaisons auxquelles on a pu avoir accès, c'est clairement que les coûts de projet sont relativement plus élevés en France. Et pourquoi sont-ils plus élevés? Parce que les délais sont plus longs. Pas dans cette salle que je vais réapprendre à tout le monde que le temps c'est de l'argent. Et il est assez clair que nos délais de projet sont assez longs pour des raisons qui tiennent, de mon point de vue, moins à la question des recours ou des droits qu'exercent un certain nombre de citoyens ou des temps de débat, qu'au nombre, tout simplement, d'autorisations qui s'empilent les unes aux autres et qui se surajoutent. J'ai vu ici ou là quelques petits schémas. On s'est rendu en Picardie, qui est une région tout à fait avancée, puisqu'elle était en plus dans l'expérimentation des autorisations uniques, et on a reproduit les schémas avant-après. Il n'y a aucun doute, sans aucun préjudice sur les délais de recours ou de concertation. Et on voit bien que c'est le nombre de procédures qui s'ajoutent les unes aux autres qui crée le délai, plus qu'autre chose. Et à cet égard-là, pour répondre très clairement à votre question, oui, il me semble que l'empilement d'un certain nombre de processus administratifs peut être considéré parfois, hélas, comme une spécificité française. Mais le travail des corps d'inspection, c'est aussi de travailler à la simplification de ces choses-là. Vous avez regardé les coûts de production, vous avez regardé les coûts de réseau, vous avez regardé le coût de l'intermittence ou de la variabilité, comment tout cela a été financé, est-ce que c'était soutenable? Est-ce qu'au moins un des 4 ministres vous a demandé de regarder l'aspect industriel des choses? Alors, pour tout vous dire, cette question avait été explicitement écartée par nos commanditaires. Alors,
on a regardé la question, et ne serait-ce que parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec nombre d'industriels lors de nos investigations. Hein. On a rencontré la plupart des grands industriels du secteur des énergies renouvelables pour pouvoir échanger avec eux un peu sur la question des trajectoires de coûts aussi, parce qu'il y a la question du coût aujourd'hui, mais on voit bien que dans des processus industriels, la question se pose aussi à 2020, à 2030, voire à 2050. Donc, essayer de regarder avec les industriels les déterminants des coûts actuels et les déterminants des coûts futurs, ça a été un gros travail. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile à établir. Donc, on a essayé de réfléchir sur quels étaient les facteurs d'influence des coûts. Je vais prendre un exemple, mais est-ce qu'à un moment, sur l'éolien, pour prendre cet exemple, les bons gisements, les gisements les plus productifs en quelque sorte, sont pris à un moment, ils sont déjà occupés. La question, c'est du coup, il faudra occuper des gisements un peu moins favorables, et donc c'est un facteur d'augmentation des coûts. À l'inverse, la création, enfin l'arrivée sur le marché de machines beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus productives, est un facteur naturellement de descente des mêmes coûts. Alors après, comment la combinatoire de ces facteurs joue-t-elle ? C'est pas totalement évident à faire pour dire et le coût à 2030 sera de X euros par mégawatt. Ça, je vous confesse qu'on n'y est pas totalement arrivé. Mais je ne sais pas qui sait le faire les Danois, avec un degré de certitude. Sur l'éolien offshore, allez voir donc les Danois, ils commencent à faire ce genre de choses. On a regardé avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de travaux qui se conduisent sur le sujet. Des travaux de l'AIE, des travaux des administrations, des travaux de la Creux. On a beaucoup travaillé avec des sources extrêmement diverses et extrêmement riches. L'important, c'est d'arriver à les mettre en ligne les unes les autres. Après, sur l'aspect purement industriel de la question, il nous semble qu'il y a une réflexion qui n'est pas toujours complètement bien menée. C'est quel est le bon instrument de soutien public à des industries naissantes. Et on voit bien qu'en fonction de la maturité des technologies, on peut avoir des instruments assez différenciés les uns des autres. Et de notre point de vue, et il nous a semblé parfois que l'utilisation du tarif d'achat garanti à des stades de maturité des technologies pas encore complètement développées, sur des technologies pas encore matures, pouvait poser une question. Et je crois que les pouvoirs publics doivent s'interroger peut-être davantage, et c'est un peu le sens aussi de la proposition de notre observatoire, se dire quel est le bon instrument pour cette technologie à cet instant pour le faire. Ça veut aussi dire, et il faut, je vous dois de le dire, parfois envisager que, faute de descente des coûts suffisante, faute de maturité suffisante, eh bien, il y a peut-être un moment où une technologie qui pouvait s'avérer prometteuse à un instant T ne bénéficie plus de soutien parce qu'on ne voit pas de perspective. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Je ne sais pas au bout de combien de temps on pourrait décider de faire comme ça, mais je trouve qu'il y a une gradation d'instruments qui n'est pas toujours suffisamment développée dans le soutien public. Voilà. C'est plutôt ça le message. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce rapport, quand il sera rendu public, sera plutôt une bonne nouvelle pour rassurer les acteurs, notamment investisseurs, financiers, etc. Je crois qu'il est assez nuancé pour ne pas... Enfin, il n'attribue pas, en tous les cas, j'allais dire, je pense qu'on est dans un monde assez complexe et européen. Il est toujours un peu réducteur d'attribuer à une seule cause, à une seule raison, l'ensemble des désordres qui peuvent affecter quelque chose. C'est pour ça que je partage là aussi toutes les nuances qui ont été faites par des gens qui sont d'éminents spécialistes pour dire que les énergies renouvelables ne sont pas la seule cause des désordres qu'on a pu observer au Soudan, qu'il s'agisse des prix négatifs, qu'il s'agisse des problèmes de réseau, etc. Enfin, je crois que ça serait terriblement réducteur de le dire, et ça méconnaîtrait la complexité, parce qu'effectivement, on voit bien que le fait qu'il y ait une diversité de sources d'approvisionnement constitue en lui-même une source de flexibilité. Alors après, ça n'est pas sans impact économique, et il y a des effets systémiques, il ne s'agit pas de les nier non plus. Et je pense que les corps d'inspection ont cette force, c'est d'être un petit peu
j'allais dire, détachés en quelque sorte. Ils sont un peu en recul par rapport aux gens qui y interviennent tous les jours pour essayer de faire honnêtement la part des choses. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec de véritables spécialistes de l'énergie autour de la table et des corps et un corps d'inspection un peu plus généraliste qui est l'inspection générale des finances, c'est-à-dire qui regarde à la fois les éléments industriels dans lesquels il y a d'indéniables réussites et des vraies questions sur quelles sont les possibilités, notamment à l'export, et quels sont les bons instruments de soutien. J'y reviens parce que c'est un message sur lequel je voudrais insister un peu, comment faire accepter par les citoyens les smart grids. Moi, j'ai été frappé. Les compteurs intelligents, c'est une chose extrêmement intéressante. En même temps, ce n'est pas sans poser question sur l'accès et la maîtrise des données que le citoyen accepte de communiquer à un fournisseur. Vous voyez, on touche aussi bien à une question économique importante. Est-ce que j'accepte de réguler ma propre consommation ou est-ce que j'accepte qu'un tiers le fasse en même temps, pas complètement neutre de savoir qu'un fournisseur peut accéder à votre mode de vie en sachant quand est-ce que vous déclenchez votre télévision, D'accord. Bon, là, votre machine à laver. information commercialement sensible, et la CNIL va jouer son rôle, tout comme l'IGF a joué son rôle. Ma question, elle était relativement simple. C'est l'avion éolien, désolé pour cette image naïve, mais l'avion éolien est en train de décoller dans un contexte de turbulence forte. On l'a vu avec toute cette aventure grotesque de la CJUE et tout le temps que ça a fait perdre et comment ça a refroidi les banquiers. Des banquiers vont venir témoigner cet après-midi. Sans les banquiers, on ne fait rien. Si on ne les rassure pas, ils partent. Et donc, l'avion qui décolle au milieu des turbulences, je voulais juste savoir s'il allait se prendre un pigeon au décollage quand le rapport sera rendu public. Je ne vois pas de raison à cela. D'accord, merci beaucoup. Vous m'avez dit tout à l'heure, 6 mois de travail. On va prendre une durée d'amortissement de votre travail sur 3 ans, puisque dans 3 ans, il faudra se remettre sur le métier. Toutes les données auront changé, on se rendra compte qu'on s'est bien trompé et que finalement, ça coûte beaucoup moins cher que ça. Donc, allez, je vous le laisse à 0,2 équivalent temps plein à l'IGF pour travailler sur cette grande aventure qui démarre. Oh, Un peu plus. C'est un peu plus que ça, parce que Jean-Michel Charpin bon, allez, peut être considéré un peu au-delà. 0,3 équivalent temps plein à l'IGF pour travailler sur le sujet. On va demander maintenant à Jean-Yves Ollier, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie. La Creux est à la charnière entre les deux thèmes qu'on vient d'évoquer depuis ce matin, à la fois le réseau, tout à l'heure avec Dominique Maillard, le réseau, la vision européenne des choses, et puis la compétitivité. Vous avez, vous aussi, pas mal travaillé sur le sujet, ça vient d'être évoqué juste à l'instant. Vous avez commis un rapport sur les coûts des énergies renouvelables en général et de l'éolien en particulier. Quelle est la position de la Creux, au-delà des avis auxquels on est habitué quand il y a des tarifs d'obligation d'achat qui sortent? Position de la Creux aujourd'hui. Très bien, alors je vais commencer par répondre aussi à votre question sur les équivalents temps plein. Donc sur ces 123 collaborateurs, la Creux, qui est à peu près le 10e régulateur européen de l'énergie s'agissant de ses effectifs, on a une dizaine qui s'occupent d'énergie. Enfin, on a un département de 6 personnes qui s'occupent de la CSPE et de tout ce qu'elle finance, dans lequel il y a 2 personnes qui s'occupent d'énergie renouvelable. On a un département réseau qui doit avoir à peu près un collaborateur à s'occuper des sujets d'intégration d'énergie sur les réseaux. Maintenant, si j'essaie de et il y a quelques départements en soutien également, je dirais que si je rapporte le poids de l'éolien sur la totalité de ces sujets, je dirais que nous y consacrons un demi ETP environ. Donc, nous avons sur les coûts des énergies renouvelables, effectivement, réalisé une analyse détaillée au début de cette année, qui visait a priori la totalité des énergies en portefeuille, qui en pratique, compte tenu de l'échantillon, s'est concentré sur l'éolien et le photovoltaïque à partir d'une centaine d'installations. Donc l'objectif, c'était d'avoir une vue sur la pertinence du tarif d'achat sur lequel nous nous étions prononcés 6 ans plus tôt, en 2008, et sur lequel nous nous sommes reprononcés à nouveau
lorsque le même tarif a été repris à la fois rétroactivement et pour l'avenir au mois d'avril cette année. Donc c'est un enjeu à la fois pour s'assurer que la rémunération des opérateurs est raisonnable, et aussi pour s'assurer que le mode de soutien est adapté à l'évolution technologique et industrielle des filières. Ce que l'on constate donc sur les coûts à partir d'un échantillon d'une cinquantaine d'installations qui représentent un petit peu moins de 10% du parc, c'est une relative stabilité, une légère décroissance des coûts de l'éolien sur la période de référence. Et surtout, le principal constat, c'est une très forte disparité de coûts et de rentabilité des installations en fonction des conditions de vent et du productible. Qui aboutissait dans l'échantillon à ce que quelques installations se situent en deçà de la rentabilité cible, et qu'un certain nombre d'installations, en revanche à l'autre bout du spectre, se trouvaient extrêmement rentables. Est-ce que vous avez couplé ça avec les développeurs qui étaient derrière ces projets pour voir si finalement un développeur qui était en dessous de la cible à un endroit pouvait se récupérer sur un autre? On n'a pas intégré les coûts échoués liés au développement de projets dans l'étude. Pas davantage, je crois que le SER ne l'avait fait dans sa propre étude. Parce que finalement, s'il y a un endroit où les conditions de vent sont meilleures, le développeur va effectivement récupérer un petit peu plus que ce que votre vision des choses lui laisserait. Mais à côté de ça, ça lui permet quand même de mutualiser sur l'ensemble des projets. Et là, je parle que des projets qui tournent et pas ceux qui n'ont jamais tourné. Vous voulez dire sur les projets entre eux. On n'avait pas un échantillon suffisant pour faire une simulation de ce foisonnement, mais il y avait sensiblement plus de projets qui étaient dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette. Et alors, est-ce que finalement, cette étude que vous avez menée vous donne un avis un petit peu plus modéré que les avis qu'on connaît bien, les avis presque systématiquement négatifs que vous aviez sur les tarifs d'obligation d'achat? Non, elle nous a conduit à considérer que le tarif qui nous était présenté donc en 2014 présentait des conditions de rentabilité excessive au regard de la rentabilité cible de ce type de projet, et a noté en particulier l'absence de mécanisme de différenciation du mécanisme de l'obligation d'achat en fonction du productible. Donc ce que nous recommandons, c'est que cet élément soit intégré dans le mécanisme, soit via les tarifs, soit via un mécanisme d'appel d'offres. Donc vous poussez plutôt les appels d'offres. De toujours, la Creux a poussé les appels d'offres. Certains accusent ces appels d'offres de favoriser certaines structures plutôt que d'autres. Qu'est-ce que vos cahiers des charges, puisque c'est vous qui devez rédiger les cahiers des charges des appels d'offres, prévoient pour les opérateurs de taille intermédiaire, on va dire, pas les PME évidemment. Mais... Alors on a s'agissant des cahiers des charges, nous les proposons au gouvernement qui les adopte. Donc, en pratique, assez souvent, c'était le gouvernement qui nous présentait un cahier des charges tout fait que nous proposions de modifier. Donc, notre responsabilité est relative. Ça fait longtemps que nous n'avons pas rédigé en matière d'éolien terrestre. En revanche, en matière de photovoltaïque, par exemple, comme nous l'avons fait récemment, nous avons été très attentifs au fait que les dispositions du cahier des charges ne viennent pas alourdir les obligations, notamment pour de moyennes entreprises, les obligations de mobilisation des fonds à l'avance, les obligations de garantie. Et c'est des sujets sur lesquels nous avons toujours été très vigilants, de façon à éviter ce que nous avions constaté dans les premiers appels d'offres photovoltaïques, à savoir un taux d'irrecevabilité très important lié à la difficulté pour les opérateurs de se constituer des garanties financières avant même de savoir s'ils seraient retenus. Donc on est très
Quand vous dites le gouvernement vous donne des cahiers des charges déjà pré-rédigés, en fait c'est la DGEC. Laurent Michel vous écoute attentivement. Je parle d'une pratique historique, ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord, Laurent Michel vous écoute attentivement, on lui donnera la parole tout à l'heure. Vous qualifiez la CSPE d'un quasi-impôt qui s'impose à la collectivité. Vous avez envie de la faire disparaître, cette CSPE ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acharnement sur les énergies renouvelables autour de cette CSPE en ce moment ? Ok, il y a le coût, mais on n'a jamais parlé du milliard d'euros que ça nous a coûté, que ça nous coûte régulièrement, la péréquation, ou du tartame qui a été dans la CSPE. Monsieur et Madame Michu qui payaient le tartame alors qu'il n'y avait même pas droit. Puis d'un seul coup, on a l'impression que c'est presque utilisé comme prétexte, la CSPE. Alors, sur la CSPE, la qualification de la CSPE, elle ne m'appartient pas à moi. Le Conseil d'État l'a qualifiée effectivement il y a déjà plus d'une dizaine d'années d'imposition de toute nature. Il y a une cinquantaine de milliers de recours qui ont été présentés sur cet impôt, dont certains sont arrivés chez nous, et le sujet est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité que lui a renvoyé le Conseil d'État. Donc il appartiendra au Conseil constitutionnel, je crois, très prochainement, d'indiquer quelles conséquences il y a lieu de tirer de cette nature d'imposition de la CSPE par rapport à son régime actuel, notamment de recouvrement et le cas échéant de gouvernance. Alors, les nouveaux modes de soutien, vous allez pousser plutôt quoi ? Que de l'appel d'offres ou un mix de solutions ? Et si oui, avec quoi dans ce mix ? Alors, les nouveaux modes de soutien, je rejoins ce qui a été dit par Monsieur Havard, c'est qu'ils doivent tenir compte de la maturité respective des filières. L'appel d'offres étant un dispositif destiné aux filières mûres et concurrentielles, qui en revanche s'est avéré assez peu pertinent lorsqu'il s'est appliqué à des filières extrêmement innovantes. Quand dans le cas du thermodynamique, on n'a que 2 projets, le dispositif est loin d'être optimal. À l'autre extrémité du spectre, effectivement, sur les filières peu matures, on peut imaginer que des dispositifs d'aide à la recherche, d'appel à manifestation d'intérêt sont plus pertinents pour une filière naissante et pour un financement ciblé vers le développement d'une filière industrielle. Donc s'agissant maintenant des évolutions envisagées du dispositif d'obligation d'achat, nous nous sommes prononcés dans le sens d'un complément de rémunération et d'un complément de rémunération qui serait plutôt déterminé ex post ou de façon variable, c'est-à-dire qui permettent de combiner l'avantage d'une transition vers des mécanismes de marché pour la cession de l'énergie, tout en préservant un niveau de risque très modéré pour l'opérateur, ce qui présente un avantage pour l'opérateur, mais aussi un avantage pour le consommateur ou le contribuable à la CSPE, qui est que le coût du risque est faible, et donc le coût du risque tel qu'il est répercuté dans la CSPE sur des objets très capitalistiques est également modéré. Alors, on comprend bien que votre job, c'est de regarder effectivement tout ça, combien ça coûte à la collectivité. Est-ce que le fait qu'il y ait 2 gros industriels largement représentés dans la salle, vous avez le responsable du pôle éolien offshore carrément à la table ronde, est-ce que ça change quelque chose pour vous qu'il y ait 2 gros industriels qui sont en train de mettre en place un plan industriel avec, là aussi dans la salle, une kyrielle de sous-traitants qui sont derrière ? Est-ce que ça vous incite à regarder un petit peu plus en dynamique tout ce qui est en train de se passer? C'est un élément, les objectifs de politique industrielle qui se marient avec la politique énergétique, ce sont des éléments qui sont fixés par le gouvernement dans les conditions générales des appels d'offres et dans leurs objectifs, mais ensuite ce sont des éléments que nous sommes chargés de mettre en œuvre dans le cadre par exemple des appels d'offres éoliens en mer. Donc, ce sont des sujets qui nous ont occupés à ce titre dans l'examen par exemple, de la sécurisation des aspects, des volets industriels de la construction, de la sécurisation de la chaîne contractuelle et des implantations des sites de production.
Alors, on va demander l'avis, vous êtes tous partie prenante dans l'aventure de la transition énergétique, on va demander l'avis à quelqu'un de complètement extérieur dans tout ça. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, vous avez pris la succession de Jean-Marie Chevalier au CGEMP, Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur la transition énergétique, l'heure des choix, etc., entre autres avec Michel Derdevet et Jean-Marie Chevalier. Donc, quel constat après tous ces travaux, quel constat sur la situation et plus particulièrement sur le sujet de l'éolien? Alors pour ce qui me concerne, et vous m'avez gentiment qualifié d'observateur externe à ce processus, en fait j'y consacre beaucoup de temps et c'est une manière de dire que beaucoup de corps de métier finalement sont mobilisés au travers de cette affaire de la transition. Par exemple, nous formons autour de ces questions dans mon université une quarantaine de diplômés chaque année qui trouvent tous du boulot immédiatement et sur une dizaine d'années, ça nous fait de l'ordre de 400 ou 500 nouveaux collaborateurs dans les entreprises qui sont là, en fraction d'équivalent temps plein dans les administrations, un certain nombre de fois. Donc voilà, donc c'est l'affaire de tout le monde, y compris les universitaires, et pas simplement en tant qu'observateurs, mais si nous en sommes d'accord, également acteurs de ce processus. Alors, étant entendu que ce processus, effectivement, il est sacrément compliqué, qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Je ne connais pas, et ça n'est pas le cas, par exemple, de la révolution des technologies de l'information, de processus technico-industriel qui ait eu cette complexité. Dans la révolution des technologies de l'information, il s'est passé des choses finalement assez simples. On a déployé des réseaux, il s'est avéré que ces réseaux permettaient de développer des services, que ces services trouvaient des consommateurs et que, extraordinairement, ces consommateurs avaient une disposition à payer qui les conduisait à consacrer une partie très conséquente de leur budget à des télécommunications et des services qui s'y sont agglomérés bien plus qu'auparavant. En matière énergétique, ça n'est pas le cas. Nous sommes dans une révolution que nous nous obligeons, compte tenu des contraintes du changement climatique, finalement à programmer dans le temps, de telle manière qu'on doit rapatrier dans ce demi-siècle des technos qui se développeraient après 2050 ou qui ne se développeraient pas. Et donc cette nécessité de concentrer le temps, eh bien, elle explique notamment le processus d'essai-erreur autour duquel nous avons consacré, si j'ai bien compris, une partie de la matinée, sur la détermination des bons modèles de régulation, l'évaluation des coûts qui vont bien en fonction des technologies, etc. etc. Donc il est absolument indispensable de bien avoir à l'esprit le contexte dans lequel nous nous trouvons et qui, dans l'histoire de l'humanité, me semble-t-il, n'a pas d'équivalent. Ça permet de détendre un peu la conversation et d'admettre que dans ce contexte, l'essai-erreur n'est pas une erreur, c'est la donne dans ce type de processus. Alors pour avoir une petite idée également de ce qui se joue, il faut avoir à l'esprit que certes les Européens ont été les premiers à développer une grande vision autour du changement climatique et de ce qui ne s'appelait pas encore au milieu des années 2000 la transition et qu'il est devenu depuis, et manque de chance, concours de circonstances historiques très malencontreux, nous devons la déployer dans une période de crise historique et avec des contraintes d'acceptabilité de la traduction, alors que ce soit auprès du consommateur final ou auprès du contribuable d'un certain nombre de coûts liés à cette transition, l'acceptabilité est bien plus réduite que ça n'était le cas auparavant. Et donc on se met un peu partout en Europe, et j'ai eu à faire il y a à peu près 2 ans un petit travail pour la DGEC sur ce point, à vouloir déterminer des trajectoires de transition énergétique qui sont coût-efficaces. La DGEC m'avait demandé de regarder la manière dont les Allemands, les Anglais, dans le Benelux, etc., l'ensemble, nos voisins, abordaient la problématique de la transition. Et on trouve partout la même mantra qui est de dire qu'il faut faire du coût-efficacité. On ne connaît pas les coûts. Et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à les déterminer. Je suis assez sensible à ce que vous disiez en disant que les rapports publics sur ces questions ont vocation à être mis à jour dans 3 ans, c'est une évidence, même si la boîte à outils évolue, me semble-t-il. Et ce que vous avez dit tous deux sur le fait qu'il ne faut pas se tromper dans le choix des outils, et on commence à avoir quand même une assez bonne vision sur la manière d'appareiller des technologies en fonction de leur maturité et tel ou tel outil. On l'a appris au cours de ces dernières années. On progresse, mais pas au point de se dire on va être coût efficace. Un deuxième élément, c'est que la question de l'efficacité, pour tout vous dire, et c'est un économiste qui vous parle, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'efficacité relative
à la délivrance d'une électricité? Est-ce que c'est de cette manière qu'on doit déterminer l'efficacité? Mais à ce moment-là, on se trompe complètement. Il faudrait faire du charbon, c'est merveilleux. Si l'objectif, c'est de délivrer de l'électricité, le charbon, c'est très bien. Si l'objectif, c'est de délivrer de l'électricité sous contrainte d'émissions de CO2 et d'un certain nombre de cochonneries qu'émettent par ailleurs le charbon, à ce moment-là, c'est totalement différent. Il nous faut inventer des modèles dans ce domaine et dans un environnement, et ça s'ajoute au cahier des charges, dans lequel on a la certitude, lorsqu'on organise au Grand Palais de Lille ce type de manifestation, on a la certitude ou quasi-certitude d'avoir de l'électricité à un prix de délivrance qui est à peu près acceptable, en tout cas dans ce type d'infrastructure. C'est ce système qu'il faut parvenir à battre, il faut parvenir à innover et à faire mieux. Donc c'est sacrément compliqué et on ne peut, me semble-t-il, trouver des issues à ce cahier des charges qui n'a pas d'équivalent en termes de densité. Encore une fois, on peut remonter à Néandertal. On ne peut trouver des solutions que si on parvient à réintroduire du long terme. Et notamment si la question de l'efficacité vient se jauger en Europe à l'efficacité, j'ai employé un gros mot, en termes, disons, de politique industrielle, en termes de valeur ajoutée, en termes d'emploi. La DG Climat nous a donné quelques indications qui donnent à grosse maille la taille de ces enjeux. Dans la roadmap de 2011, bon, qui est un peu datée, hein, ça se date assez vite, mais enfin il y avait quand même des ordres de grandeur qui étaient intéressants. La transition énergétique européenne, c'est à peu près de l'ordre de 300 milliards d'euros d'investissement chaque année. C'est un effort qui est à faire pendant à peu près une quarantaine d'années et qui naturellement n'a de sens que si nous parvenons à localiser de la valeur ajoutée, des emplois, des brevets à l'intérieur du cadre européen. Et à cet égard, on peut avoir plus que des doutes. On peut avoir plus que des doutes parce que alors que nous sommes 28 visionnaires, mais qui faisons grosso modo de belles transitions peu coordonnées, en tout cas en termes politiques, qui sont de mieux en mieux interconnectées en termes électriques, mais en tout cas à l'intérieur desquelles il y a peu d'espace de coordination politique. Dans le même temps, les Chinois, en faisant beaucoup moins en termes d'engagement, eh bien, sont en train de développer, on l'a vu sur le photovoltaïque, des capacités industrielles. Alors on peut les qualifier soit de remarquables, soit d'effrayantes. Je parle sous le contrôle de Cédric Philibert. Dans une publication il y a 1 an ou 2 de l'Agence internationale de l'énergie, il nous était dit qu'à l'horizon 2035, eh bien, de l'ordre schématiquement d'un quart des capacités de production d'énergie décarbonée ou de consommation, donc c'est l'éolien, c'est le photovoltaïque, c'est le nucléaire, ce sont les véhicules électriques, allaient être installés en Chine. Donc ça veut dire qu'à l'évidence, les 28 petits pays que nous formons vont se trouver en face de géants industriels qui seront du côté chinois. Et puis du côté américain, eh bien, il suffit d'avoir à l'esprit que le Texas est à la fois un grand État pétrolier et gazier avec le gaz de schiste également. C'est également le premier État éolien des États-Unis, très loin devant la Californie par exemple. Donc la question de l'efficacité doit faire l'objet d'un sursaut au moins méthodologique et il faut parvenir à l'analyser en termes d'équivalent temps plein dans des filières, en termes d'effet de diffusion. J'ai noté avec intérêt ce qui a été produit par l'étude qui a été diffusée la semaine dernière par la Fédération de l'éolien et qui donne des chiffres, qui les localise dans l'espace, qui les localise dans des filières. Et c'est ce type de calcul économique qu'il nous faut parvenir à faire, me semble-t-il. C'est ce que vous auriez apporté si vous aviez été consulté dans le cadre des 2 travaux qui nous ont été présentés là, ce matin par l'IGF et par la Creux. Écoutez, on aurait pu, alors il y a des tas de gens qui le font, et notamment nos 500 étudiants dont je vous parlais, qui pour beaucoup d'entre eux sont des professionnels. Donc de toute façon, je pense qu'on ne manque pas de bras et on ne manque pas de compétences dans ce domaine. Il ne faut pas se tromper, encore une fois, sur ce que l'on met derrière cette notion de coût-efficacité. Et puis, les calculs économiques doivent être empreints, encore une fois, de beaucoup de modestie, parce qu'on a à peu près la garantie de se tromper dans 100% des cas. Et la qualité va être appréciée par la marge d'erreur ou le type de décision. Et ce que fait l'AIE dans ce domaine est tout à fait... moi, j'ai un magnifique cours ce soir avec une centaine d'étudiants d'une douzaine de nationalités. On va travailler autour du World Energy Outlook de l'an dernier. Donc, le fait de travailler sur des scénarios est une manière de montrer qu'il s'agit de trouver son chemin et notamment d'éclairer la décision publique dans ce domaine. L'Élysée vient de commander à Michel d'R2V de RDF une étude technique. Vous allez en être le conseiller.
Quel est le cahier des charges? Quelles sont les attentes par rapport à cette étude? Alors, les attentes dans le temps qui nous est imparti sont immenses et le nombre d'équivalents temps plein derrière ce type de rapport est assez limité, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Et puis surtout, la qualité d'un rapport public est liée à la qualité des gens qui sont auditionnés. Donc, il y a voilà, des dizaines d'auditions qui vont être réalisées et puis également un peu partout en Europe. L'idée, et j'y suis assez sensible à la fois en tant qu'économiste et en tant que citoyen, c'est de parvenir sur des questions qui relèvent des réseaux électriques et gaziers, de transport et de distribution, à trouver de bonnes idées. Donc c'est ce qui me fait dire que le cahier des charges est très large, pour faire une dizaine de propositions sur des espaces de coopération, donc au niveau européen ou au niveau franco-allemand, dans ces domaines. En ayant à l'esprit que, notamment sur la problématique du retour d'expérience qui est importante, on n'a pas vocation uniquement à coopérer au niveau des réseaux de transport, mais également au niveau des réseaux de distribution et également dans le domaine gazier. Alors, dans Transition énergétique, les vrais choix, votre ouvrage paru en 2013, vous dressez un inventaire des atouts, des attraits, enfin des atouts, des faiblesses du système énergétique français, et vous le trouvez encore beaucoup trop dépendant aux hydrocarbures. Il se trouve que vendredi dernier, j'étais effectivement en train de discuter au commissariat à l'énergie atomique. Je sors d'un seul coup, j'ai oublié de le dire à Dominique Maillard tout à l'heure, RTE Ecodomix, qui vous permet de savoir en temps réel, une superbe petite application pour smartphone que vous connaissez sans doute déjà tous. RTE Ecodomix, et on était pratiquement à 1500 mégawatts de charbon, alors qu'il faisait 22 degrés dehors, quoi. On n'était pas en train de climatiser, on n'était pas en train de chauffer avec du chauffage électrique, et 1500 mégawatts d'appel de centrale charbon en plein milieu de l'après-midi. Voilà, j'étais au CEA, c'était un petit peu étonnant comme situation. Donc, notre modèle, trop dépendant encore des hydrocarbures. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il va falloir comme mode de soutien pour vraiment en changer? Alors, de mon point de vue, la dépendance aux hydrocarbures dans le domaine de la production électrique n'est pas le principal problème. Si on doit pointer, mais on est en dehors du débat de ce jour, une vraie dépendance aux hydrocarbures, c'est plutôt dans le transport, enfin dans le transport au sens de mobilité, que dans le domaine de l'électricité. J'en profite pour féliciter Dominique Maillard sur cette application qui est formidable et que j'utilise en temps réel dans mon cours de ce soir. Enfin, il n'est pas ouvert, donc je n'ai fait pas une publicité particulière. Mais tout ça pour dire qu'il faut effectivement avoir une capacité en temps réel à comprendre la complexité qui est derrière ce type de système, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut sortir d'une vision naïve, il me semble d'ailleurs qu'on n'en est plus là, dans laquelle on imaginerait la transition comme un processus linéaire dans lequel on se mettrait à consommer progressivement et par étapes bien ordonnées de moins en moins d'hydrocarbures, notamment pour la production électrique. On est effectivement dans des problématiques dans lesquelles la complexité de l'interconnexion des réseaux, ou la complexité de plus en plus demain de l'organisation de réseaux locaux de production et de distribution doit nous conduire à apprécier la transition, pas uniquement dans la manière dont on aura fait réduire au jour le jour, si je puis dire, notre recours à des énergies carbonées. Il y a à cet égard un exemple en Europe que je trouve assez intéressant, qui est le cas du Danemark. Le Danemark étant très proactif, alors là pour le coup dans l'éolien, ça n'a échappé à personne, et puis ayant par ailleurs en 2010 ou 2011 à bas bruit donné des permis d'exploration de ces ressources potentielles en gaz et ou en pétrole de schiste, voilà, avec se dessinant peut-être une politique postmoderne de combinaison de ces deux éléments. Alors, il vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Laurent Michel nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui à ce colloque éolien du syndicat des énergies renouvelables, malgré un agenda quasiment de ministre. La DGEC est si presque quand même, la DGEC est complètement sur le front de l'examen. On est en plein examen, là, ça y est, ça a démarré, c'est aujourd'hui ou demain matin peut-être. Examen des amendements, on en avait 2000 au départ des amendements. Donc vous êtes en première ligne, les acteurs de l'éolien vont prendre votre présence ici vraisemblablement comme un message fort. Que doit-on retenir de ce qui est en train de se passer? L'engagement du gouvernement, que ce soit sur l'éolien terrestre, sur l'éolien offshore, il y aura peut-être une question un petit peu plus spécifique. Donc première réaction de la DGEC.
par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport au contexte global de ce projet de loi de transition énergétique pour une croissance verte? Oui, alors, effectivement, le projet de loi bat son plein, et puis plus globalement, il est l'occasion, avec ce qui l'accompagne en termes de plan d'action, d'action réglementaire, d'action incitative, de tracer un certain nombre de voies ou de les poursuivre. Ce qu'on peut dire pour l'éolien, je voudrais d'abord rappeler qu'on considère que, étant posé un certain nombre d'objectifs qui relèvent du niveau politique, c'est l'article 1 de la loi. Alors, on a fait hier un tiers des amendements sur l'article 1, donc on n'a pas encore tout à fait fini. Il y a un objectif de stratégie de diversification de la production d'énergie et de décarbonation vers les énergies renouvelables. Avec, pour l'électricité, elle est déjà aujourd'hui fortement décarbonée, même si on peut toujours trouver que c'est un peu trop, mais c'est quand même vraiment faible aujourd'hui en France. Un souhait de diversifier, comme vous le savez, articulé autour d'un équilibre à terme de 50% de nucléaire, 40 et quelques % d'ENR, et puis le reste, le talon, en particulier en gaz. Pour cela, clairement, au niveau de l'analyse technico-économique et politique, l'énergie éolienne est un élément clé de cette stratégie de diversification, en distinguant de manière un peu drastique, mais je crois qu'il y a beaucoup de distinctions quand même, l'énergie éolienne terrestre et l'offshore. Ce qu'on peut dire, l'énergie éolienne terrestre, c'est une énergie effectivement qui a une certaine maturité, tout en continuant à progresser au plan technique. C'est bien, et où on avait et on a un certain nombre de sujets en cours ou devant nous. Je reviendrai à un des grands sujets sur lequel je pense qu'on a beaucoup avancé, c'était la capacité à déployer plus facilement au niveau des procédures. On en a un autre qui est devant, comme pour d'autres énergies renouvelables et électriques, c'est l'intégration au marché et l'évolution maîtrisée des modes de soutien sans laisser personne au bord de la route. L'éolien offshore, j'y reviendrai, soit directement, soit si vous me posez la question. Lui, c'est plutôt une question de technique et au-delà de la technique même, de systèmes qui émergent, qu'il faut amener à la compétitivité, à la valeur ajoutée industrielle, à l'exportation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fois depuis 2012 et dans la loi, on a un certain nombre de mesures. On a l'affichage des objectifs, tout le monde les a lus. On a les simplifications, on rappellera la loi Brottes et les mesures sur l'éolien, l'ordonnance de ce début d'année qui a créé l'expérimentation sur le permis unique dans cette région. Dans la loi, par amendement gouvernemental, la ministre a introduit il y a quelques jours la généralisation à tout le territoire de l'expérimentation permis unique, donc qui entrera en vigueur, le texte dit, le premier jour du 3e mois après la promulgation de la loi, ce qui nous met à peu près, on peut imaginer, au printemps 2015, le temps que la loi soit votée et promulguée. Par ailleurs, a été déposé pour l'examen en séance publique un amendement gouvernemental pour rendre possible, dans des conditions très très encadrées, à la fois ex ante, c'est-à-dire en excluant des zones, et ensuite ex post, c'est-à-dire avec des avis l'encadrant, la possibilité de permettre le développement éolien dans les communes littorales de l'Hexagone. Il y avait dans la loi Brottes une dérogation pour le permettre sur l'outre-mer, puisque en dehors de la Guyane, toutes les communes en outre-mer étaient toutes littorales, donc on ne pouvait rien faire à cause du hiatus, continuité avec l'urbanisation et 500 mètres des maisons. Cet amendement gouvernemental rendra possible, en dehors des espaces remarquables et à plus d'1 kilomètre du rivage, et après une acceptation au cas par cas, la possibilité d'implanter des parcs éoliens. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des éoliennes à 1100 mètres de toutes les plages, c'est-à-dire qu'on peut trouver des réponses aux problématiques, là où il pourrait y avoir des projets intéressants sur des communes littorales, on va dire assez profondes. Moi, j'ai peut-être des exemples en Aquitaine, par exemple, mais on va pouvoir en trouver d'autres, où il y a des potentiels. Mais je tiens à dire aux amateurs du littoral, et j'en fais partie, que ce sera quelque chose d'extrêmement encadré. Ce n'est pas la fin de la loi littorale sur ce sujet, au contraire. Par ailleurs, on peut aussi dire que la loi prévoit une facilitation du financement participatif des riverains et aussi de l'implication des collectivités locales dans les projets d'énergie renouvelable, et qu'enfin une disposition qui là concerne l'offshore, qui était, puisque je balaye la loi, qui était initialement prévue en projet de loi, mais que le Conseil d'État nous a demandé de déclasser au niveau réglementaire, sera qu'on confiera une cour administrative d'appel unique et spécialisée
le soin de juger en premier et dernier recours les recours sur l'éolien offshore. On a quelques autres simplifications aussi, mais là concerne l'offshore, sur l'atterrage des raccordements, là aussi en zone littorale. Donc la loi quand même donne à la fois des objectifs et des outils en termes de simplification, principalement d'ailleurs sur l'éolien et aussi sur les énergies marines. Par ailleurs, elle crée le cadre qui a été déjà évoqué plusieurs fois pour mettre en œuvre, mais ce n'est qu'un cadre, après on va le décliner dans toutes les filières par voie réglementaire, après concertation, pour mettre en œuvre les nouveaux mécanismes de soutien qui sont, où on a deux axes. On a l'axe, est-ce qu'on a des guichets ou des appels d'offres, et puis on a l'axe des divers types de modes de soutien, du tarif d'achat aux diverses formes, ex post, ex santé, ex post variable ou autres, des modes de soutien aux ENR. Je rappellerai que une fois qu'on sera un petit peu sorti du Parlement, ce qui pourrait nous arriver, on va réunir tous les professionnels, non pas de l'éolien, mais toutes les ENR pour faire le bilan d'abord d'une consultation qui a été menée il y a quelques mois et entamer filière par filière des discussions sur comment on adapte progressivement les modes de soutien. Et je rappelle enfin par ailleurs que néanmoins on a sur l'éolien une urgence qui est à la fois c'est important, il va falloir qu'on travaille sur les questions qu'est-ce que l'appel d'offres pourrait nous amener. En même temps, nous avons à la différence d'autres filières un tarif d'achat notifié accepté par la Commission européenne sur lequel on peut travailler pendant un moment. Oui, vous avez dit notifié, accepté, mais Van Coller continue à vous faire des misères. Là, à peine accepté, paf, ils remettent un recours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il va tomber facilement, ce recours ? Écoutez, ça répond à la question, il y a combien d'ETP qui se consacrent aux ENR, je n'y répondrai pas. Ah oui, la DGEC, vous avez raison de me le rappeler, j'avais oublié de vous le demander. Parce qu'à la fois, il y a les ETP qui font que des ENR et il y a ceux qui s'occupent du marché de l'électricité, des raccordements, etc. Et après, il faudrait plutôt détailler effectivement à la DGEC quels sont les gens qui bâtissent et ceux qui empêchent le reste du monde de démolir ce qui a été bâti par ceux qui ont bâti. Donc, si on n'avait pas de recours, on serait 3 fois moins nombreux. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de dormir. Je n'ai pas l'habitude de détailler les arguments des gens qui vont en contentieux contre nous. C'est leur droit. Ça ne porterait pas de jugement de valeur. C'est un droit constitutionnel d'attaquer les décisions de l'État. C'est normal. Oui, mais enfin, ils attaquent la rémunération excessive de l'éolien. Le Conseil d'État a déjà pris position. C'est un recours. Attendez, c'est un droit. Après, je ne vous dirai pas ce que je pense des arguments et comment on va y répondre. Il est clair que je finirai en disant que, un, nous allons évidemment défendre ardemment nos textes, et deux, que nous sommes confiants. Alors, vous êtes confiants. Il y a une reprise. Certains acteurs de l'éolien en parlent à l'envi. Pour autant, il faut qu'elle soit durable. Comment est-ce qu'on va faire pour que cette reprise soit durable ? On a l'impression, par exemple, que sur le sujet de l'armée, ça n'a jamais été aussi actif. Enfin, aussi actif pour ralentir un peu le développement de l'éolien. Et d'autres sujets. Comment faire pour que cette reprise de l'éolien soit durable ? Effectivement, on s'est tous réjouis de voir les rythmes de raccordement augmenter et puis les files d'attente et celles qui sont plus proches de débouchés et de conventions signées être bien remplies. Il faut effectivement qu'on consolide d'une part toutes les réformes procédurales qu'on a mises en œuvre, il faut les faire marcher. C'est pas rien de passer en permis lique dans cette région puis dans 26. Et il faut aussi qu'on voit comment marier. Moi, j'avais toujours dit dans tous les colloques éoliens où je suis allé, donc on peut considérer que je ne change pas beaucoup d'avis, mais au moins ça mérite de la constance. C'est qu'il y a des vraies contraintes. Une éolienne, c'est quand même pas un banc public. Un banc public ne produit pas beaucoup d'énergie. C'est un objet qui doit s'insérer dans un ensemble d'enjeux paysagers, environnementaux, de l'armée, des radars de la météo. Et aussi, il faut effectivement faire un travail avec les porteurs des enjeux qui sont légitimes, mais qui effectivement ont un sujet, c'est que quand on était en 2004, quand il y avait une éolienne en Languedoc-Roussillon et 3 ailleurs, ce n'était pas un enjeu pour les radars météo ou les radars militaires. Donc il y a aussi probablement un temps d'appropriation de dialogue. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple sur les radars météo, on a un arrêté ministériel qui va être présenté au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, je crois en novembre, pour recaler un peu le dispositif et qu'il y ait un dialogue intense avec Météo France. Qu'au niveau du ministère de la Défense, il s'agit effectivement de trouver un chemin
entre les zones d'entraînement à basse altitude. J'ai beaucoup progressé. Il y en a qui s'appellent SETBA et d'autres VOLTAC. Il y a les avions de la dissuasion. C'est pas rien de dire que les avions de la dissuasion, il faut qu'il y en ait qui s'entraînent. C'est important. Il y a les hélicoptères, les zones de parachutage. Et il y a les radars, c'est vrai. Et en même temps, y compris du point de vue de l'armée, c'est pas insoluble. On n'est pas un pays aussi dense que, je vais le citer à l'exemple, la Belgique. C'est tellement dense. La Belgique, de toute façon, ils viennent s'entraîner en France au niveau de leurs forces armées, ils nous ont dit, et militaires. Bon, voilà. Donc, on doit pouvoir trouver des solutions. On a eu des réunions avec la direction de la sécurité de la navigation aérienne de l'armée. Ça s'est conclu par une réunion au niveau des directeurs de cabinet des deux ministres, des échanges entre Madame Royal et Monsieur Le Drian, une feuille de route entre les deux ministères, avec en particulier sur la question des zones de survol, l'engagement que l'armée à très court terme pourra donner, alors progressivement en même temps, ça dépend des zones, il y a l'Est, il y a l'Ouest, etc., donner un éclairage sur des zones en particulier qu'elle libère à l'implantation d'éoliennes. Je résume, pour plusieurs raisons, quelque part, notamment s'il y a trop d'éoliennes déjà, la zone est stérilisée pour l'entraînement, donc on peut la sortir, ou à contrario, il y a aussi l'armée est capable de dire, et c'est pas rien, que finalement là, elle abandonne ou elle n'a plus besoin de tel et tel couloir. Et il est prévu que ces zones soient annoncées pas seulement à notre ministère, mais que ça soit communiqué aux porteurs de projets pour préorienter, autant que faire se peut, un travail constructif. C'est-à-dire que si on sait qu'à tel endroit ça va se faire et qu'à contrario, la libération des zones, c'est peut-être pas maintenant, mais dans 10 ans, ça peut orienter les projets. Ça satisfera certainement pas tout le monde, ceux qui avaient préidentifié un endroit qui n'est pas libéré, mais ça va se faire. Et il y a aussi d'autres sujets plus techniques qui vont être travaillés, comme par exemple l'idée d'expérimenter les fameux gap fillers par rapport au radar. Donc je pense que ceci, entre les procédures déjà simplifiées, l'extension du permis unique, le travail avec un certain nombre d'enjeux, on a aussi le volet raccordement, où quand même on a les schémas de raccordement au schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR, le nouveau décret qui permet aussi, en mutualisant et en faisant des souplesses au niveau des postes, d'optimiser à l'intérieur des régions et aussi de créer une dynamique locale pour mieux savoir où aller, et aussi sur les gestionnaires de réseau, tant RTE que RDF, maintenant avec un site internet de Minimaire de s'appeler Capa Réseau, ou à peu près, donne des informations, permettent, je pense, de faciliter le dialogue avec les porteurs de projets. Donc il faut qu'on y continue aussi à travailler ce volet raccordement, dont on ne peut pas nier qu'il est parfois lent, mais je pense qu'on a tracé des éléments pour s'améliorer. Puis après, il y a effectivement le volet sécuriser et éclairer les modes de soutien. Alors ça, on va en reparler un petit peu. Vous venez de dire, une éolienne, c'est pas un banc public. Pour autant, c'est ni une maison en paille, ni une maison en bois, ni même une maison en briques ou en parpaing. Donc, est-ce que ça justifie bien qu'il y ait un permis de construire? Et quid? On sait que la procédure unique, vous avez déposé un amendement, le gouvernement a déposé un amendement, élargissement de la procédure unique au 1er juillet 2015, mais non, simplification. Avant. Pardon? Ça sera avant, ça sera le printemps. Ça sera pas... Printemps. Bon, alors printemps 2015, on élargit. Mais pourquoi toujours un PC pour une éolienne? C'est pas une maison? Oui, mais ça, c'est un débat d'esthètes. Moi, je considère qu'avec mais ceux qui font la procédure parallèlement... C'est un débat du passé. Avec le permis unique, on aura... parce que, vous savez, on va prendre 15 urbanistes, 15 amateurs des ICPE et 15 amis des éoliennes. On les laisse dans la salle pour discuter du mérite de permis de construire ou pas. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a aussi des règles d'urbanisme à prendre en compte. Moi, je pense que d'ici 3-4 ans, avec le permis unique, il intégrera tout ça. Pour l'instant, et c'est important aussi qu'on démarre avec des choses qu'on sait maîtriser, c'est un permis unique qui agrège les autorisations. Ça permet de faire de l'ingénierie de projet et d'aller plus vite. Je ne pense pas que la priorité absolue, ça soit de supprimer aujourd'hui le permis de construire. À terme, moi, je pense qu'on va vers quelque chose qui sera un hybride de tout ce qu'on a aujourd'hui et qui prendra en compte le paysage, les contraintes d'urbanisme, l'environnement de la faune et de la flore. On va le régler, ce sujet. Appel d'offres offshore.
on a un objectif de 6 gigawatts, on devait le faire en 2 tranches. Finalement, on a fait une première tranche de 2 et puis une première bis de 1. Tout ça est en cours de construction. Quid du... Alors, je ne sais plus si on doit l'appeler second ou troisième, enfin bref, des 3 gigas qui manquent. Je ne vais pas vous dire qu'on va le faire en une seule ou plusieurs fois, ça c'est pas décidé. Ce qui est clair, ce qui a été lancé, c'est un travail d'identification de zones propices au niveau vent et fond, on va dire, pour l'éolien posé, et puis vent pour l'éolien flottant, et plus capacité de raccordement, donc une étude de notre institut, le CEREMA, une étude de RTE. Ça identifie des nouveaux champs possibles, tant pour le posé que pour les fermes pilotes éoliens flottants. Et donc la prochaine étape, c'est d'ouvrir dans les tout prochains jours, ou 2 ou 3 semaines, le temps que ça soit validé au niveau politique, la concertation locale sous l'égide des préfets avec les préfets maritimes sur ces zones. Je dirais que les études sont maintenant quasi finalisées. Il faut une mise en forme des cartes. On a réuni la semaine dernière toutes les DREAL concernées, tant des littoraux atlantiques, Manche que Méditerranée, et on va leur envoyer les cartes, et il y aura la concertation locale. Cela sera néanmoins, et vous imaginez que c'est quand même pas neutre, précédé d'une validation par la ministre de l'ensemble des zones qu'on va mettre en concertation, et d'une annonce coordonnée. Il paraît d'ailleurs que certaines zones ont été annoncées. Aujourd'hui, je ne démentirai ni confirmerai, il n'y a aujourd'hui aucune zone qui a été confirmée. Ça ne veut pas dire que celles qui sont dans la presse People aujourd'hui n'auront pas lieu, mais on est en train de remonter une note à la ministre, et c'est elle qui décidera d'appuyer sur le bouton pour envoyer au préfet les zones. À partir de là, quelques 3 ou 4 mois, je pense, il vaut mieux se donner 4 mois pour bien tout déminer que dire en 3 mois, on va tout faire, et puis après on se rend compte qu'on a travaillé trop vite et que ça coince au niveau local, et on va probablement quand même un peu rétrécir par rapport à ce qu'on aura envoyé. Et ensuite, il y aura un choix de voir comment on cadence peut-être 1 ou 2 appels d'offres. Je ne citerai pas un endroit, mais il y a des gens qui nous disent, dans certaines régions, ils disent, écoutez, là, oui, on sait qu'il y a une zone propice derrière le parc qui a été attribué. On pense qu'il faut d'abord que le parc se construise avant de lancer et voir comment ça marche, y compris la pêche, avant de lancer l'appel d'offres sur l'extension. Ça peut se comprendre. Construction en quelle année d'après la DGEC? Vous allez me dire c'est aux porteurs de projet qu'il faut demander. Mais... si on se dit que les 2000 ceux attribués, lancés en 2011, attribués en 2012, démarront entre 2018 et 2020, on lance en 2015 et on arrive à 2022-23, alors peut-être que l'effet de retour d'expérience fera qu'on ira un peu plus vite. Ça peut dépendre aussi des zones. Si je vais citer un exemple, finalement, les gens nous disent en prolongation d'un parc construit, dans cet endroit-là, on préférerait un peu attendre. A contrario, je n'exclus pas que dans d'autres régions, on dise finalement là, on sentirait bien qu'on prolonge le parc existant, le parc futur. Et en France, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup là, qui tournent pour l'instant. Non, voilà. Mais là, ça pourrait aller un peu plus vite. Bon, il est clair que ce sont quand même des objets, et c'est pas que les procédures qui les rendent lourds, c'est des objets lourds industriellement. Le retour d'expérience industrielle commence à montrer qu'il faut bien regarder les fonds. Il y a des fonds plus durs que ce qu'on croyait. Bon, ça se fait pas comme ça. Probablement quand même que autour de tout ce qui est les fondations, autour aussi des raccordements, il y aura un petit effet d'apprentissage qui fait qu'on fera sûrement pas plus lentement. Mais c'est lourd. Enfin, il y en a quand même certains. C'est quand même des milliards d'investissements. Vous avez certains qui ont déjà installé pas mal de machines ailleurs qu'en France, dans des pays qui sont un peu plus avancés que nous, qui ont déjà un peu de retour d'expérience. Visiblement, moi je suis pas. Si ça se saurait si j'étais constructeur de parcs éoliens. Quand je rencontre les porteurs de projets dont j'ai aucune raison de penser qu'ils sont pas bons, ils nous disent, et pourtant ils ont aussi travaillé à l'étranger, ils regardent ce qui se passe, voire ils sont eux-mêmes implantés ou un partenaire, que voilà, c'est quand même pas si simple. Et peut-être parce qu'on connaît pas encore bien tous nos fonds et compagnie.
Alors, En même temps, ça va progresser, question c'est que j'ai évident. posée à l'ADEME tout à l'heure. Qui va piloter tout ça? Est-ce qu'on va faire mieux que pour POP et Grenelle? Qui va alerter qui si on constate qu'il y a un décrochage par rapport à la trajectoire, trajectoire qui correspond quand même à une parole d'État derrière, hein. Et puis, quand on va fixer les 32%, là aussi, il y aura un engagement. Donc, qui va contrôler, qui va piloter tout ça? Puis, hop, je glisse dedans. Combien d'équivalents temps plein à la DGEC pour travailler sur l'aventure éolienne française? Bon, alors, le pilotage, en bonne partie, il revient quand même à notre direction, entre autres, de suivre, enfin, d'impulser, mais aussi de suivre comment ça marche. Dire simplement qu'on va être, sans détailler tout ce qu'il y a dans la loi, mais beaucoup l'ont lu, on va être dans un processus qui va être celui d'abord d'une stratégie nationale bas carbone et d'une programmation pluriannuelle de l'énergie et pas de l'électricité, qu'on va élaborer le projet de loi dit en 2015 avec l'ensemble des acteurs, avec transmission d'informations préalables au Parlement pour tracer les voies de l'efficacité énergétique, les voies des substitutions des fossiles par du non carboné, les voies de développement des diverses ENR, électriques ou pas, dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, dans laquelle on va aussi essayer d'évaluer combien ça coûte, de relier au mode de soutien. Et non, je ne pense pas que dans la PPE, on pourra dire il faut tant, on va faire N appels d'offres solaires et compagnie, mais on y tracera des volumes. Et derrière, il faudra bien effectivement suivre et mettre en œuvre. Il y a des processus prévus d'évaluation itinérée de cette PPE et on la refera tous les 5 ans. Si tant est qu'il n'y ait pas une loi qui dise qu'on la remplace par autre chose. Mais on veut bien entrer. Et je rappelle qu'en plus, on va faire une stratégie bas carbone sur 15 ans et une programmation pluriannuelle de l'énergie à 2 tranches de 5 ans, une, on va dire, assez ferme et une avec des fourchettes, on va dire. Donc, ceci aussi avec la houlette d'un comité d'experts qui a été réintroduit, on va dire, en lecture à la commission pour nous donner des éclairages. On va essayer d'avoir un pilotage. Alors après, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un tableau de bord, les difficultés vont pas... J'ai bien dit qui alerte qui, si on n'est pas sur la trajectoire? Normalement, une administration doit informer son gouvernement. Ça ne veut pas dire que les acteurs eux-mêmes ne doivent pas informer, dire c'est à nouveau, comme je l'ai dit, je ne plante pas ni des éoliennes en terre ni en mer. C'est aussi le dialogue avec les acteurs, hein, de dire ce qu'on a imaginé comme simplification, comme nouveau mode de soutien, ça marche pas. Il faut aussi qu'on ait, et je pense qu'il existe, alors sûrement jamais assez, ce dialogue avec les acteurs des filières et puis et pas seulement autour des filières, parce que c'est pas qu'un dialogue bilatéral ou trilatéral avec 2 fédérations qui aiment beaucoup l'éolienne, c'est aussi avec le gestionnaire de réseau, avec les collectivités locales, le gestionnaire de réseau de transport, celui de distribution, pour qu'on régulièrement fasse le point. Est-ce qu'il faut formaliser tout ça par un comité de consultation sur les ENR ou... Il y a des amendements en ce sens. Je ne sais pas s'il faut le mettre dans la loi, mais en tout cas, c'est vraiment des choses... Il faut qu'on... Et est-ce qu'il y a au moins, on sait que vous êtes la plus petite direction générale du MED, mais est-ce qu'il y a au moins un monsieur éolien à la DGEC? Oui, d'abord je suis là, donc, et ça veut dire que toute la hiérarchie s'en occupe. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup. Ah oui, mais on passe pas mal de temps, rassurez-vous, sur ces sujets. Je rappellerai juste qu'on a une sous-direction des systèmes électriques et des énergies renouvelables, dans lequel on a un bureau des énergies renouvelables dont on a augmenté les effectifs, alors que l'ensemble des effectifs du ministère et de la direction générale baissaient. L'année dernière, grâce à Delphine Bateau, on a recréé des postes dans ce bureau. Plus on a des personnes qui sont consacrées plutôt au volet R&D innovation. Donc il y a effectivement, et bien que du CER, plusieurs personnes, entre Timothée Furoy, le chef de bureau, et Victoire Légerzon et Georgina Grenon, des gens qui quand même passent presque 100% de leur temps sur l'éolien. Et on est plutôt en train de renforcer les effectifs au niveau des ENR globalement, électriques, sachant que par ailleurs il y a un bureau qui s'occupe des ENR thermiques, ce qui me permet de rappeler que c'est extrêmement important aussi. Alors, je mets combien? 2,5, 3? Pardon? 2,5, 3 équivalents temps plein? Ah non, mais c'est bien plus, parce que en fait, derrière, on a dans le bureau des réseaux, on a bien 2 personnes qui travaillent sur tout le volet schéma régional et comment on travaille avec les gestionnaires sur ces sujets. On a des gens qui travaillent sur la CSPE, y compris à solidifier la CSPE dans tous les sens. Donc, c'est aussi un système. L'ensemble de la direction est au service de l'ensemble de la transition, dont les ENR.
Vous venez d'évoquer Georgina Grenon et de parler de R&D. La France vient d'adhérer à l'initiative IEA Wind de l'Agence internationale de l'énergie. Daniel Averbuch de l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables, sera le représentant officiel de la France dans ces instances. Quel est l'enjeu ? Je crois, l'enjeu, c'est de pouvoir, dans ce cénacle d'échange international sur les compétences, les connaissances, pour travailler sur l'efficacité de l'éolien, sur les programmes de R&D, sur les impacts environnementaux, d'informer et communiquer aussi, identifier, informer, communiquer sur les avantages et sur les gains, et aussi d'en prendre de l'action, enfin de l'orientation, à la fois pour les programmes publics et les programmes privés. De ce que j'ai compris, il y aura la possibilité de participer pour les entreprises à des projets internationaux, d'avoir des relations avec des experts. Donc je crois que il y a eu tout un travail préparatoire et on s'est réunis, je n'y étais pas, mais on s'est réunis hier avec pas mal d'entreprises ici présentes. Je crois que c'est important. Vous avez évoqué, ça a été évoqué par l'intervenant précédent, la question comment on peut collaborer entre pays au niveau du développement. Il est évident qu'à la fois, entre autres sur tout ce qui est soutien public à la R&D, on a un empilement de soutiens nationaux et de soutien européen. Alors, parlons même pas de soutien mondial, mais je pense que ça, en tout cas, déjà en base, ça ne peut pas faire de mal. Et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'implique pour aller prendre les bonnes idées, monter des partenariats. Après, il est évident aussi qu'il y a la concurrence à la fois entre entreprises et États, mais les entreprises sont habituées à être avec leurs voisins à la fois concurrents et collègues et partenaires. Donc Daniel Averbuch, je ne sais pas, je ne vois rien là avec les spots. Il est là, Daniel Averbuch? Un petit signe? Oui, non? Il est dans la salle, il devait être dans la salle, mais je ne le vois pas. Bon, on va peut-être le voir arriver tout à l'heure. Alors, il vous écoute sagement depuis tout à l'heure. Il y a Philippe Cavafian qui était avec nous, président du pôle éolien offshore du syndicat des énergies renouvelables. À cette table ronde, il représente aussi bien les constructeurs que les turbiniers, les fabricants de fondations, les fournisseurs de câbles, les installateurs, les poseurs de câbles, etc. etc. Il vous écoute attentivement. Alors, Philippe Cavafian, cet éolien, on l'accuse de coûter cher. Position de ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Alors, le chiffre à retenir, il est simple, c'est communiqué d'ailleurs par les ministères au moment des appels d'offres. Chaque parc éolien en mer qui verra le jour en France coûtera par année entre 2 et 3 euros pour chaque foyer de consommateur en France. Par an. Par an. Donc, il y en a 6 d'attribués. Donc, vous pouvez faire le calcul. C'est à mettre en perspective de 10 000 emplois créés dans une filière et d'une filière qui, je voudrais y revenir parce qu'on est soutenu par aussi bien la Creux que la DGEC que ce qu'on appelait la DG6 et qui est maintenant la Direction Générale des Entreprises. On est soutenu aussi bien par les régions que par l'État dans une mission qui est de créer une filière qui, demain, réussira à l'export à jouer les atouts de sociétés qui sont aujourd'hui en France, qui n'attendent pas d'ailleurs les champs en France pour réussir à l'étranger, au travers d'alliances, au travers de projets qui sont d'actualité en Angleterre ou en Allemagne. Donc on est avec un agenda très clair. Il y a un coût, c'est un coût de démarrage de filière. Le coût est très raisonnable parce qu'en 2022, avec l'aide de tous les services et de toutes les régions, si on a 6 parcs en mer en fonctionnement, on ne produira jamais que 11 TWh. Aujourd'hui, la production en France est 550 TWh, donc on va arriver avec 2% d'énergie qui vient de l'éolien en mer dans le mix en France. 2%, alors c'est important à garder en perspective parce que quand on parle de surcoût de l'éolien en mer par rapport au coût de base de production de l'électricité en France aujourd'hui, ça n'est jamais qu'un surcoût sur 2% de la production en 2022. Et dernière chose très importante, bien entendu, on fait tout ça parce qu'on sait qu'on peut baisser les coûts d'une filière. Et la clé du succès de l'éolien en mer, c'est que plus on en fera, plus les coûts baisseront. Alors, c'est intéressant, c'est 2-3 euros par foyer par an, mais finalement, ça n'évoque pas forcément grand-chose pour tout le monde. Bon, on voit bien que c'est un café croissant au troquet du coin. Maintenant, combien est-ce que ce même foyer... D'abord, c'est un foyer consommateur d'électricité. Ce n'est pas le contribuable qui paye, là, c'est le consommateur d'électricité. Les 2-3 euros.
On parle de foyer consommateur d'électricité. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu combien ce même foyer qui va payer 2-3, à qui on va imposer de payer 2-3 euros par foyer par an, paye pour les hydrocarbures, par exemple, sur la même facture. Le coût de la péréquation. La péréquation, c'est pour payer en fait de l'électricité fabriquée essentiellement avec du thermique à flamme. Combien est-ce qu'ils payent pour tout un tas d'autres choses, qui est un peu du relatif. Ça serait assez intéressant. Pour autant, premier appel d'offres, prix moyen, c'est public, hein, je ne pense pas dévoiler quoi que ce soit. Prix moyen du premier appel d'offres, 226,50 € par mégawattheure, par rapport à ce qu'on sait déjà, Anold, installé l'année dernière par les Danois, où on est à 146 € par mégawattheure. Donc, que j'évoquais ce matin, j'en parlais tout à l'heure avec M. Havard, où Dong fait des études et est en train de nous dire, horizon 2020, on est à moins de 100 € le mégawattheure en offshore. Alors, position des professionnels, 226 €, ok, c'était le tout premier, là, hein, et on n'en a jamais fait en France. 146 sur Anold, donc qui nous promet 100 en 2020. C'est crédible tout ça? Alors, en fait, il faut comparer des choses comparables, en particulier dans les conditions de vent, puisqu'on divise, là vous parlez d'un prix par mégawattheure, donc si vous êtes dans un endroit qui est beaucoup plus venté, vous allez avoir plus de production, donc vous divisez par un chiffre plus grand. Donc c'est déjà un facteur qui explique les 140 par rapport à des 200 €. Il y a aussi deux autres critères qui sont importants, c'est la distance à la côte, c'est-à-dire qu'on parle encore de champs qui sont beaucoup plus proches des côtes et qui sont avec une technologie qui est aujourd'hui, je dirais, le monopieux et l'éolienne de 3,6 ou moins de 4 MW. Et en fait, c'est le petit pain qu'on livre aujourd'hui en quantité industrielle. Donc, vous comparez quelque chose qui va avoir lieu dans 6 ans avec une technologie de plus grande machine qui n'a pas encore atteint les effets de série, avec quelque chose qui est la voiture de Ford. Donc, il faut faire très attention puisque l'enjeu de l'éolien en mer, quand on dit on veut en faire beaucoup plus pour que ça coûte bien moins, ça va s'adresser à des zones qui seront plus éloignées des côtes, avec des profondeurs plus importantes. Et donc, l'économie fondamentale de l'éolien en mer, c'est réduire les coûts d'infrastructure, c'est-à-dire pour avoir une éolienne qui tient quelque part posée et qui livre son électricité, il faut qu'elle tienne sur une fondation, il faut que cette fondation soit posée au sol. Quand vous allez loin des côtes et dans des mers plus profondes, si vous voulez, l'enjeu technologique de demain, c'est des machines de plus de 5 MW, pour faire simple, 6, 8. Un jour, on aura peut-être des 10, mais l'économie d'échelle qu'on fait en mettant des machines plus grandes, c'est une des raisons principales pour penser que l'ensemble de la filière saura réduire ses coûts de 30%. C'est une des contributions, mais de la même façon qu'on citait, si vous voulez, la fédération de sociétés qui, en France, ont des atouts à jouer, ce n'est pas uniquement les fabricants d'éoliennes. Il y a les fondations, les structures, les câbliers, il y a les fabricants de sous-stations, il y a aussi tous les services maritimes, l'expertise à la maintenance et l'exploitation en mer demain. Et en fait, quand vous faites l'inventaire des 50 membres de notre pôle offshore, ce n'est pas un ou deux acteurs français qui a sa carte à jouer, c'est l'ensemble, je dirais, du tour de table. Et je dirais, c'est peut-être plus le cluster maritime français qui en est conscient que des industriels de machines tournantes. Alors pour autant, je posais la question tout à l'heure à l'IGF et à la CRE de savoir pourquoi ils ne regardaient pas plus la stratégie industrielle. On vient d'entendre à l'instant 10 000 emplois. Il y a un pense-bête là derrière qui va nous emmener au point d'orgue de cette journée, conquérir de nouveaux marchés. Réponse des acteurs de l'éolien. On nous accuse quelquefois d'avoir raté le train du terrestre sur l'offshore. On peut encore y croire. C'est un ex-voto, ça, conquérir des nouveaux marchés quand on s'appelle français et qu'on part sur une aventure industrielle? Oui, puisque, on vient de le citer, l'éolien en mer, c'est pas aussi simple que ça ne paraît au premier abord. Donc la frontière de demain, la vraie frontière des grands champs en Angleterre, par exemple, qui sont le premier marché prometteur en Europe, qui est d'ailleurs très actif aujourd'hui, mais la vraie démultiplication de l'éolien en mer, ça se fera sur des technologies et, par exemple, sur les fondations, une innovation à la fois pour réduire le coût de la structure, mais aussi pour industrialiser la fabrication et donc baisser significativement la fabrication, la livraison des produits en mer.
Et ça, c'est, je dirais, sur cet agenda-là, on n'a absolument pas raté le train. Personne n'a raté le train en Europe, puisque l'industrie que nous connaissons, elle a certes une forte croissance devant elle, mais pour réussir cette croissance, il faudra industrialiser la mise à l'eau, en fait le produit livré en mer. Et là, c'est une panoplie de compétences qui sont nécessaires, où, encore une fois, les acteurs français non seulement sont reconnus dans les services maritimes, par exemple, mondialement, mais on est déjà, au travers d'alliances, présent sur les autres théâtres en Europe. Donc c'est absolument, on n'attend pas du tout les champs en France pour que des sociétés françaises, et là je parle de l'ensemble de la chaîne de valeur, soient reconnues sur les prestations à l'étranger. Merci Philippe Cavafian. On va continuer à élargir nos œillères avec